Une fille garde sa mère âgée enfermée dans le grenier pendant des années, jusqu'au jour où elle... Avertissement. Cette histoire évoque la maltraitance envers une personne âgée, l'isolement et la détresse psychologique. Si ces sujets peuvent vous affecter, prenez soin de vous avant de continuer. Imaginez le secret le plus intime d'une maison, celui que personne n'ose prononcer parce qu'il brise la façade de normalité. Imaginez que derrière une porte qui n'a pas l'air d'être fermée à clé, se cache une vie mise en suspens, une voix retenue, un corps qui existe mais qui n'est plus vu. C'est l'histoire d'une promesse et d'un mensonge, d'un amour qui a basculé et du moment où un détail infime va fissurer le silence. Donna Amalia n'avait jamais été une femme remarquable à la façon des contes, pas de grande renommée, pas de gloire. Elle cousait. Toute sa vie, elle avait transformé des bouts de tissu en vêtements qui semblaient tenir ensemble plus que des coutures, les histoires des gens, les petits recoins de leur vie. Dans le quartier, on disait qu'elle avait des doigts de fée. Dans sa maison, on savait qu'elle avait des mains qui connaissaient les gestes lents et précis du travail bien fait. Sur la table de la cuisine, à côté de la vieille machine à coudre, dormait un carnet où elle notait les commandes, les mesures, et parfois des phrases comme des miettes. Pour Carla, la première robe, ne pas oublier la doublure. Carla était sa fille unique. Petite, elle courait autour de la table en tirant sur le pan de la robe que sa mère ajustait. Il y avait un serment murmuré un après-midi d'été, après que les voisins aient offert une poupée pour la fillette. « Je te protégerai », avait dit Carla à la mère. C'était une promesse d'enfant, mais elle resta comme un fil invisible tout au long des années, tissée entre elles, solide comme une couture mal remisée. Les premiers temps, la maison résonnait de rire et du tic-tac du réveil. Les murs gardent les empreintes des joies minuscules, la vaisselle laissée sécher, les odeurs de café, les photos jaunies sur la cheminée. Les voisins évoquaient ces jours-là avec douceur, se souvenant de la femme qui offrait des retouches pour quelques pièces de pain, de la petite fille fière d'apprendre à enfiler le fil. Tout semblait banal, parce que la vie ordinaire n'a pas besoin d'artifice pour être riche. Puis, la vie, comme elle le fait, a changé de rythme. Carla a grandi. Les nuits blanches, d'abord occasionnelles, sont devenues une habitude. Les appels manqués au téléphone, les factures empilées, un travail qui demandait plus que ce qu'un seul corps pouvait donner. Tout cela forma un escalier invisible et glissant. L'épuisement a une manière douce de s'installer, presque imperceptible, en transformant la résistance en automatisme. On fait, on couvre, on cache, on répète. Rogerio est arrivé un soir d'automne. Il avait une assurance qui attirait Carla comme un phare dans la nuit. Il apportait des promesses. Meilleure paye, un toit qui ne fuirait plus, des projets. Au début, il semblait être la réponse aux besoins pratiques qui harcelaient Carla. Mais il avait aussi des manières d'amoindrir, des remarques qui s'insinuaient sous la peau, une impatience camouflée en franchise, une incompréhension de la fatigue qui n'était pas seulement physique. Rogerio ne connaissait rien des feuilles d'un carnet de couturière. Il connaissait la force du ton et la souplesse de la menace. Ce n'était pas la violence spectaculaire des films, mais une érosion quotidienne. Les reproches devinrent plus fréquents, la parole de Carla se rétracta, comme une fleur exposée au gel. La honte est une chose puissante. Elle s'insinue entre les mots et les gestes, faisant croire qu'il vaut mieux taire que de demander de l'aide. Pour Carla, avouer qu'elle ne pouvait plus gérer seule signifiait reconnaître un échec inscrit contre sa promesse « je te protégerai ». Le monde semblait peuplé de regards juges, familles qui s'en tirent, voisins qui s'occupent, institutions qui demandent des formulaires. Demander, c'était ouvrir un dossier qu'on ne savait pas remplir. Alors elle s'est tuée aux tâches, répétant les mêmes gestes, inventant des explications aux absences, expliquant aux voisins que sa mère était un peu fatiguée ou difficile, sans jamais laisser la phrase se développer. La décision de déplacer Donna Amalia au grenier ne fut pas un acte préparé comme un plan criminel. Elle surgit d'un assemblage de petites urgences. Une nuit où Cara n'avait pas fermé l'œil et où Rogerio avait frappé du poing contre le mur, elle monta la cage d'escalier grinçante et poussa la porte qui donnait sur le petit espace sous les toits. Le grenier, autrefois utilisé pour stocker tissus et chutes de laine, sentait la poussière et l'enfermement. Il y avait une petite fenêtre,
un coin de lumière qui, la journée, traçait une bande de soleil sur le plancher. Ce ne sera que pour un temps, pensa-t-elle en refermant la porte derrière elle. Ce temps prit la forme d'un tissu dont on coupe toujours un peu plus à chaque ourlet. Au début, elle aménagea le grenier comme on aménage une chambre d'appoint. Couverture chaude, coussin, de l'eau dans une carafe, un bol. Elle apporta la machine à coudre parce qu'elle savait que le bruit des mécanismes berçait sa mère. Elle déposa des morceaux de son passé. Le carnet, des aiguilles dans un étui, une photo de deux sur une plage. L'été où la mer avait été si calme. Les mensonges aux voisins devinrent des phrases courtes. Elle préfère rester là-haut, elle aime le silence. Ou c'est plus simple pendant que je range la maison. Les voisins acceptèrent les explications comme on accepte les petites fissures des autres vies, sans vouloir en savoir plus. On finit souvent par accepter ce qu'on ne veut pas comprendre. La vie au grenier se transforma en une routine étrange et immobile. Les journées se confondaient. Pour Amalia, être placée à distance signifiait perdre l'accès à la cuisine partagée, aux conversations du salon, aux bruits habituels qui formaient la trame de son temps. Ses journées se réduisirent à des gestes mesurés, plier un tissu, aligner des boutons, écouter le vent qui passait sous les tuiles. Elle parlait peu, mais ses mots restaient, parfois, des éclats. « Tu seras puni si tu perds ton fil », murmurait-elle parfois, confondant la peur et l'ennui. Elle n'était pas une apparition morte, c'était une présence tamisée, toujours capable de reconnaître le son de la voix de sa fille. La culpabilité rongea Carla comme un ver lent. Elle se répétait des justifications qui n'étaient que des pansements fragiles. « Je fais cela pour sa sécurité », disait-elle, imaginant les catastrophes possibles d'un monde trop vaste. Elle parlait de chute, de médicaments manqués, mais elle oubliait que la sécurité ne se construit pas sur l'isolement. Parfois, dans le silence de la nuit, elle montait au grenier et s'asseyait devant la porte, l'oreille tendue pour écouter un souffle, un tressaillement, un signe de vie. Ces instants la remplissaient d'une douleur confuse, la honte d'avoir cédé, la peur d'être découverte, la fatigue d'une guerre silencieuse. Dans la maison, certains objets devinrent des témoins silencieux de la dérive. La machine à coudre, jadis placée près de la fenêtre, fut remontée au grenier et couverte d'un drap. Sur la table, une paire de ciseaux rouillés dormait. Les tissus empilés prenaient une odeur de renfermement. Un vieux fauteuil, cousu de reprises, gardait l'empreinte d'une présence qui revenait parfois, le soir, pour passer ses doigts sur la coudoir. Amalia, malgré l'isolement, continuait de coudre mentalement, assemblant des souvenirs comme on assemble des pièces de tissu, soigneusement, sans montrer la misère des bordures. Les voisins commencèrent à remarquer des détails discrets. Donna Lucia, qui vivait l'appartement d'en face, aperçut un matin une couverture suspendue à la fenêtre comme un rideau maladroit. Elle croisa Carla dans la rue, qui avait les yeux cernés d'une fatigue ancienne. « Elle va bien ?» demanda-t-elle d'un ton prudent. Carla répondit par une phrase courte, le genre de réponse qui met fin à la curiosité. Quand on vit assez près pour entendre les portes, on apprend aussi à se taire. La municipalité, les services sociaux, tout cela avait une apparence lointaine. Demander de l'aide exigeait une énergie que Carla n'avait plus. Il y avait des signes que quelque chose n'allait pas, mais qui les interpréterait. Les amis de longue date se contentèrent d'appeler, de laisser des messages. Les petites factures se firent plus rares. Les visites scolaires de l'infirmière à domicile, qui autrefois avaient donné un prétexte pour monter au grenier et sourire, devinrent inexistantes. Le silence se densifia. Pourtant, la maison n'était pas un endroit sans voix. Dans les allées, on entendait le cliquetis des colis que la pandémie avait multipliés. Les livreurs traversaient le quartier comme des navires pressés. C'est dans cette micro-société que se glisse Lucas, un jeune homme au visage ordinaire qui vivait sa vie à l'allure des courses. Il connaissait le quartier par ses trajets, monter, sonner, redescendre. Lucas avait en lui une curiosité douce. Il posait des questions aux voisins, remarquait les détails que les autres oubliaient. Il aimait prendre une pause sur le banc de l'immeuble et regarder l'eau perler sur les tuiles. Il ne cherchait pas les histoires, mais elles semblaient se coller à lui comme des feuilles au vent. Un après-midi d'hiver, alors que la pluie martelait les vitres et que le ciel avait la couleur d'un métal usé, Lucas entendit quelque chose d'étrange en livrant un paquet au domicile de Carla, une voix. Ce n'était pas un appel clair, plus une syllabe perdue, la fin d'une phrase qui se défaisait dans l'épaisseur des murs. Il sourit, pensant à une conversation entre mère et fille, mais la voix avait un grain, une fragilité qui l'arrêta. Il resta un instant sur le palier, écoutant. Le temps du livreur est fait d'instants volés. Il se plaisait à croire qu'il n'entrait pas dans la vie des gens, seulement qu'il touchait un instant de leur quotidien. Ce jour-là, l'instant dura. Des jours plus tard, ce ne fut plus seulement une voix. Il remarqua des signes physiques lors d'une autre livraison. La porte entr'ouverte, un panier de linge qui traînait au bas de l'escalier, des miettes sur les paliers qui n'avaient pas l'air d'appartenir à des visites régulières. La curiosité de Lucas prit une forme concrète. Il commença à garder en mémoire les petites anomalies, à noter mentalement les choses qu'il avait déjà vues.
Ce n'était pas de l'esprit de l'enquêteur, juste l'instinct d'un témoin qui avait perçu une dissonance. La vie au grenier suivait son petit cours, mais l'équilibre des mensonges exigeait une vigilance constante. Carla devait préparer des réponses pour chaque éventualité, à la voisine qui s'offusquerait, au livreur pressé, à l'enfant du coin qui demanderait pourquoi la fenêtre était toujours couverte. Elle avait appris à bouger comme un fantôme, visible, mais presque inaudible. Dans ces rares moments de lucidité, elle se regardait dans le miroir et ne retrouvait plus la fille qui avait juré « Je te protégerai ». Ce serment, autrefois source de fierté, lui serrait la gorge comme une vieille couture qui s'effiloche. Amalia, de son côté, n'était pas seulement la victime passive d'un enfermement, elle était aussi une intelligence vivante qui observait et enregistrait. Ses yeux, parfois, suivaient les mouvements de la maison depuis l'ombre du grenier. Elle notait tout, le pas plus rapide de sa fille, la colère rentrée de Rogerio quand les factures arrivaient, le bruit de la machine à laver qui grattait. Elle avait des gestes qui trahissaient une tentative de garder un rôle actif, réparer un bouton, écrire une note sur un bout de papier, coudre une mince bande de tissu qu'elle conservait comme un talisman. Il y avait dans ces objets une dignité tenace, une manière de résister sans éclat. Les longues nuits de solitude créent des rituels. Pour Amalia, c'était de sortir le carnet et d'écrire les mots qui formaient une cartographie de son existence. Parfois, sa main tremblait, mais elle s'obstinait à inscrire des noms, des dates, des petites recettes, des prières muettes. Ces pages devinrent son journal, sa preuve qu'elle avait existé autrement que dans l'ombre d'un grenier. Elle cousait aussi, moins pour habiller des corps que pour garder ses mains à l'œuvre. Le tissu devenait un langage silencieux, un point pour dire « je suis », un autre pour dire « je me souviens ».
Et dehors, la ville suivait son cours, indifférente et pourtant prête, parfois, à s'émouvoir, quand un petit détail la force à regarder. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous pour suivre la suite. Il y a encore beaucoup à raconter. La vérité ne s'ouvre pas en une fois, elle se déroule, point par point, comme un fil tiré de l'intérieur d'un vêtement trop longtemps recousu. La pluie redoublait ce soir-là. Lucas, qui venait de livrer des colis dans la rue d'à côté, sentit une impulsion de faire un détour pour éviter la foule compacte de la place du marché. Il gravit les marches, tenant bien serré le carton qu'on lui avait confié. Au palier, il remarqua quelque chose d'insolite, une petite porte de service, pas tout à fait fermée, laissant échapper un souffle d'air chargé d'un parfum ancien, mélange de naphtaline et de tissu. En penchant l'oreille, il crut entendre, presque comme un écho, un raclement léger, puis une phrase interrompue. Ses gestes étaient lents, presque professionnels. Toquer, annoncer la livraison. Pas de réponse. Il appuya sa paume contre la porte pour vérifier si elle était effectivement fermée. La serrure répondit avec un cliquetis sourd, et sur le sol, une petite clé roula, perdant l'équilibre. Le son fut minuscule, mais distinct dans le silence humide. Un petit objet de métal qui rencontre le carrelage et s'arrête. Lucas se pencha, ramassa la clé et sourit distraitement, pensant qu'il pourrait la remettre en place. Mais en levant la tête, il vit la fenêtre du grenier à demi couverte d'un linge et une lumière, faible, qui bougeait à l'intérieur. La clé entre ses doigts sembla tout à coup plus lourde que son poids matériel. Il n'en savait rien encore, mais il venait d'être atteint par la petite faille qui sépare la vie publique du huis clos de Romaison. Le paquet qu'il portait vibra et sa main hésita. Devant cette hésitation, une série d'images surgirent dans sa tête. La vieille machine à coudre recouverte d'un drap, une photo en noir et blanc, une promesse dite par une enfant. Il pensait à la phrase qu'il n'avait pas entendue clairement plus tôt. Il la répétait mentalement, la cherchant. Puis, comme poussé par une curiosité qui n'avait pas d'autre nom, il frappa doucement à la porte. À l'intérieur, une voix chuchota quelque chose qui n'était pas tout à fait intelligible. Lucas entendit une syllabe, puis plus rien. Il frappa une deuxième fois, plus fort. Cette fois, une réponse, une respiration, un déplacement léger sur le plancher, l'écho d'un pas qui semblait hésiter. Il ne savait pas encore ce qu'il allait trouver, ni si sa curiosité devait se transformer en action, mais il ressentait clairement qu'un moment avait basculé, et que la vie, souvent, tient à de petits incidents qu'un livreur ordinaire peut décider de suivre ou d'oublier. Une main tremblante eut autrefois écrit des notes. Une clé venait de tomber. Et dehors, la pluie tambourinait, faisant de la rue un ruban lustré, sur lequel la vérité allait glisser si on lui permettait. Lucas resta immobile quelques secondes de plus, la clé froide dans sa paume, comme si cet objet léger venait de lui confier un secret trop lourd pour être porté seul. À l'intérieur, la lumière tremblotait derrière le linge qui couvrait la fenêtre. Une voix, plus nette cette fois, articula un mot auquel il sentit remonter une odeur de vieux savon et de mémoire. « Carla ?» Le mot fut suivi d'un souffle court, d'un petit bruit de tissu, une respiration qui racontait des années. Il frappa encore, plus fort. « Livraison !» annonça-t-il. Mais la réplique qui lui parvint n'était pas celle d'une personne vivant un quotidien ordinaire. C'était une phrase hésitante et fragile, à la manière d'un appel lancé à travers un obstacle. Qui est-ce ? Lucas sentit soudain qu'il n'était plus seulement un livreur. Il était devenu un point de contact entre deux mondes, celui où les gens vivent généralement et celui où l'on s'efforce de faire croire que tout va bien. Il descendit les marches en double fil, la main toujours sur la clé. Dans le hall, il croisa Donna Lucia qui venait justement de monter les siens, une boîte de légumes à la main. La voisine le regarda, interrogative. Quand il dit à voix basse qu'il avait entendu une voix au grenier et qu'une clé avait roulé sur le palier, son visage se transforma. Ce fut le genre de transformation qui effiloche les excuses courantes, l'air de quelqu'un pour qui un détail devient une évidence. « Attends ici », murmura-t-elle. Donna Lucia était une femme faite d'habitudes et de petites attentions. Elle connaissait les noms et les dates. Elle savait qui cueillait du basilic au balcon et qui laissait le courrier s'accumuler. Elle connaissait aussi la promesse enfantine, la présence d'Amalia et la disparition progressive des visites. Elle revenait cette fois avec le téléphone à la main. Elle appela d'abord une connaissance au centre social, puis le numéro d'urgence, décrivant les bribes que Lucas avait rapportées. Les voix à l'autre bout du fil instaurèrent une lente mécanique, une ambulance éventuellement, une équipe de police et, crucial, une assistante sociale prête à se déplacer. Elles conseillèrent d'éviter toute confrontation directe et d'attendre l'arrivée des services. C'était le protocole et c'était parfaitement humain. L'intervention devait être faite de manière sûre. Mais l'attente était un instrument cruel.
Dans la rue, la pluie avait cessé, laissant l'air chargé d'un parfum humide que personne n'osait qualifier de réconfortant. Des voisins, alertés par la présence inhabituelle d'un livreur et d'une voisine au palier, commencèrent à se regrouper, pressant des visages curieux contre les fenêtres. Parmi eux, certains se souvenaient des jours de soleil et de couture, d'autres de la fille qui parlait moins ces derniers temps. Les regards se croisèrent. Personne n'avait de réponse, seulement des soupçons qui cherchaient une prise. Carla sortit sur le palier, à bout d'haleine, les mains serrées autour d'un torchon humide comme pour en effacer une trace invisible. Elle avait la ligne brisée des visages épuisés. Quand elle aperçut Lucas tenant la clé, son expression passa à une gamme de défense rapide. Le déni, la justification, la peur. « Tout va bien, regardez, c'est juste, elle préfère la tranquillité », balbutia-t-elle. Sa voix était rapide, autoprotectrice. Elle tenta de refermer la porte, mais la précipitation fit chanceler la serrure, et la clé tomba à nouveau sur le palier avec le même petit bruit qui maintenant frappait les oreilles de ceux qui attendaient. Les minutes qui suivirent furent une succession de gestes administrés et des silences lourds. L'ambiance arriva, pneus craquant sur le gravier. La police montait les marches en prenant soin d'expliquer leur démarche. Une assistante sociale, qui avait travaillé des années auprès des familles vulnérables, prit la parole avec une voix ferme et douce à la fois. « Nous allons vérifier la situation. Nous avons un signalement. » Elle invita Carla à ouvrir la porte. Le cœur de cette femme battait fort, mais c'était un rythme qui contenait aussi une autre chose, la honte. Carla recula, fit quelques pas en arrière, les mains tremblantes, et finit par s'écrouler sur le palier. « Laissez-moi gérer », dit-elle d'une voix qui voulait être une protection. Les autorités recommandèrent la patience, mais la loi et l'éthique permettent des interventions rapides en présence d'un risque imminent. Après une courte négociation, où l'assistante sociale parla de nécessité d'accès pour protéger une personne vulnérable, les forces de l'ordre effectuèrent l'ouverture forcée de la porte du grenier. Ce n'était pas une scène théâtrale, c'était le son sec d'un battant qui cède, suivi d'un silence plus profond encore. Puis une main s'étira, des visages se penchèrent dans l'encadrement, et la lumière du jour entra comme un verdict. L'image qui s'imposa n'était ni de misère ni d'héroïsme. Amalia était là, assise sur un petit fauteuil, la machine à coudre couverte repliée près d'elle. Son dos, voûté par les années, gardait une dignité immuable. Malgré l'enfermement, elle se tenait droite dans l'essentiel de son être. Son regard, vif comme une aiguille qui perce, alla d'un visage à l'autre et s'arrêta sur sa fille. La première chose que l'on remarqua fut un pan de tissu accroché derrière elle, comme une bannière discrète. Les lettres, cousues à la main, formaient une phrase qui fit se reculer une partie de l'assemblée, comme si la lecture d'un mot pouvait transformer l'air. « Ma fille n'est plus ma fille ». Ce fragment de tissu était à la fois accusation et prière. Il avait la force d'un témoignage tissé au fil du temps. L'assistante sociale saisit la bannière avec des doigts protecteurs, puis, d'un mouvement presque réflexe, prit la main d'Amalia pour vérifier sa réactivité. Les secouristes évaluèrent son état général, fatigue extrême, déshydratation débutante, mais pas l'urgence extrême qui aurait nécessité une hospitalisation immédiate. L'attention fut portée sur ce qui allait suivre. Contacter un centre de soins pour personnes âgées, organiser un lieu sûr, évaluer les besoins psychologiques. Carla, atteinte par la découverte, tomba à genoux, ses mains s'agrippant au bord du palier. D'abord ce fut le silence, puis un flot de mots annelés. « Je l'ai fait pour la protéger », dit-elle sans articuler clairement les raisons ni en appeler au pardon. La honte, lourde et humide, s'exprima par un abaissement du regard. Elle pivotait entre la défense et l'aveu, incapable d'ordonner les pièces de sa propre histoire. Rogerio, qui jusque-là s'était tenu à l'écart, apparut enfin sur le seuil. Son visage montrait la colère et la peur d'être pris au piège dans un acte qui dépassait la rhétorique qu'il utilisait pour imposer son autorité. « C'est elle qui l'exigeait », lança-t-il, pointant une responsabilité qui résonna comme un écho facile. Les voisins se mirent à murmurer, certains prirent parti, d'autres restèrent dans la contemplation muette d'un drame qui s'était déroulé à quelques pas d'eux. Une femme essuya ses yeux, un homme détourna la tête. L'assistante sociale prit la main d'Amalia et, d'une voix basse, lui dit qu'elle était en sécurité pour l'instant, que l'équipe s'occuperait d'elle. Les premiers gestes de soins furent humbles, une couverture plus chaude, un verre d'eau, la promesse de continuer l'écoute. Personne dans ces instants n'enjolivait la souffrance, personne n'en niait la gravité. La suite fut une mécanique institutionnelle, lente mais nécessaire. Les pompiers prirent en charge le transport préventif d'Amalia vers un centre gériatrique local, où une équipe pluridisciplinaire pouvait réaliser un bilan médical complet, évaluation nutritionnelle, test cognitif, bilan de mobilité. L'assistante sociale contacta un refuge pour personnes âgées et explora les possibilités d'accueil temporaire, le temps de comprendre l'ensemble de la situation. Les policiers recueillirent des déclarations, consignaient les indices, prirent note de l'état des lieux. Tout cela fut mené avec la conscience que derrière chaque case cochée se trouvait une personne dont la vie venait d'être interrompue. Pour Carla, l'intervention fut un effondrement. Placée en garde à vue brièvement pour permettre la procédure, elle fut ensuite orientée vers une évaluation psychiatrique. Les premiers entretiens révélèrent une fatigue chronique, des symptômes dépressifs, des épisodes d'anxiété sévère et des signes de détresse psychologique chronique. Ce n'étaient pas des excuses, c'étaient des éléments qui devaient être pris en compte pour la suite. Prise en charge thérapeutique, suivi psychiatrique et un accompagnement social pour vérifier si elle constituait un danger ou si elle pouvait, à terme, reprendre une relation réparatrice sous conditions strictes.
Les autorités ouvrirent un dossier pour maltraitance et négligence, les mots juridiques étant prononcés avec prudence. L'enquête suit son cours. La tension dans le quartier ne se dissipa pas immédiatement. Certains voisins, choqués, montrèrent une solidarité inattendue envers Amalia. Des paniers de denrées, des couvertures, des photos anciennes qu'on apporta au centre gériatrique pour rappeler la vie d'avant. D'autres éprouvèrent de la colère envers Carla, l'accusant de trahison. Mais la colère et la compassion pouvaient coexister sans se neutraliser mutuellement. Pour beaucoup, la découverte fut l'occasion d'une remise en question. Pourquoi personne n'avait appelé plus tôt? Pourquoi n'y avait-il pas eu de fil de sécurité pour ces femmes qui semblaient invisibles? Au centre où Amalia séjourna, l'équipe la reçut comme on reçoit une personne qu'il faut écouter d'abord. Les infirmières la regardèrent, notant ses gestes, ses mimiques, ses habitudes de couture. Elles observèrent son amour du travail manuel et comprirent l'importance de remettre entre ses mains des tissus, pas pour la distraire, mais pour lui offrir un langage silencieux. Très vite, on constata que la relation à la mémoire était inégale. Certains souvenirs émergeaient avec limpidité, des noms, des dates, des recettes, tandis que d'autres restaient voilés. Les tests cognitifs donnèrent des résultats mitigés. Pas de démence avancée, mais des troubles liés à l'isolement et à la privation sensorielle. Ces diagnostics orientèrent le soin, repos, nutrition, stimulation sociale, et surtout la possibilité de retrouver une place dans une communauté encadrée. Carla, de son côté, fut accueillie par une équipe de psychiatrie qui ne fait mise à pas sa responsabilité, mais chercha à comprendre les racines de son geste. Les entretiens mirent en lumière un mélange toxique, dettes, menaces, solitude, un compagnon dominateur, une charge de travail invisible et une incapacité à demander de l'aide. On parla de culpabilité, mais aussi de la honte qui, comme un voile, avait empêché la demande d'assistance. Les thérapeutes instituèrent un suivi intensif. Sessions individuelles, groupes de parole pour aidants en détresse, suivi pharmacologique si nécessaire. Il fut aussi question d'un accompagnement juridique pour clarifier la procédure engagée, tout en préparant un plan de réparation sociale. Rogerio, quant à lui, disparut des scènes publiques pendant quelques semaines. Il renvoya des messages contradictoires, colère, fatigue, puis l'apparition d'un avocat. Les enquêtes visant à savoir s'il avait encouragé ou aggravé la situation promurent l'analyse de son rôle. La justice allait déterminer s'il y avait complicité ou simple présence toxique. Ce qui était certain, c'est que sa mise en retrait permit à Carla d'être confrontée aux conséquences sans la présence d'un amplificateur d'autorité. C'était nécessaire pour entamer un travail sur ses propres actes. La communauté organisa ensuite des rencontres publiques, animées par l'association locale qui venait d'apprendre l'histoire. Il ne s'agissait pas de juger pour juger, mais d'ouvrir la parole, d'expliquer les signes de maltraitance et de montrer les ressources disponibles. Ces réunions furent parfois tendues, la honte et la colère rendaient l'air lourd, mais elles permirent de transformer un secret en une conversation collective. Les habitants commencèrent à partager des informations sur les réseaux d'aide, à s'entendre pour surveiller plus attentivement leurs voisins vulnérables et à se défaire lentement de l'habitude de détourner le regard. Le processus de réparation ne fut jamais linéaire. Il y eut des journées où Amalia, assise au soleil, fronçait les sourcils en regardant un tissu sans le reconnaître, puis des éclats de souvenirs qui la faisaient sourire. Il y eut des journées où Carla, sous le regard de son thérapeute, éclatait en sanglots en réalisant l'étendue du mal causé, et des jours où elle restait muette, comme engourdie. L'essentiel fut qu'un cadre professionnel encadrait ses mouvements, offrant sécurité et brutalité bienveillante. On ne pouvait pas effacer ce qui avait été fait, mais on pouvait, avec patience et constance, proposer des chemins de réparation. Amalia aimait les petites choses qui racontent la vie, l'odeur d'un gâteau, le bruissement d'un papier, le mouvement d'un fil. Au centre, on plaça près d'elle une boîte à couture et des chutes de tissu. La première fois qu'on lui tendit une aiguille, elle la prit comme on reprend un outil que l'on n'aurait jamais dû perdre. Ses doigts, rouillés par l'inactivité, retrouvèrent la mémoire des points. Elle travailla sur de petites pièces, napperons, pochettes, qu'elle offrit parfois au personnel. Ces gestes furent des ponts. Elles permirent aussi au personnel soignant de comprendre qu'elle n'était pas définie par la situation subie, mais par des compétences et une histoire. L'équipe sociale entreprit de rassembler des photos et des objets qui permettraient de reconstruire sa biographie, non pas pour satisfaire la curiosité, mais pour lui rendre son statut d'être humain digne. La bannière cousue par Amalia devint dans ce processus un objet symbolique. Les lettres, maladroites mais puissantes, avaient été un cri dans une vie trop confinée. L'équipe décida de la conserver, non pas comme trophée, mais comme témoignage. Lorsque les psychologues en parlèrent avec Amalia, elle expliqua à voix basse qu'elle avait voulu que quelqu'un voie ce qu'elle éprouvait. Elle ne cherchait pas la rupture définitive, simplement la reconnaissance que quelque chose d'irréparable avait été fait. Cette reconnaissance fut au cœur de la réparation. Sans elle, pas de chance réelle de guérison. Les discussions incitèrent les soignants à proposer des séances de médiation encadrées, où la vérité serait dite, mais seulement si toutes les parties se sentaient prêtes. Avec le temps, une proposition fut faite, des visites supervisées entre Amalia et Carla,
D'abord en présence d'un thérapeute, puis, si elle progressait, dans un cadre plus permissif. La première visite fut tendue. Carla arriva avec des mains vides, le visage marqué, la démarche hésitante. Amalia, assise dans un fauteuil, la regarda longuement. Elles n'échangèrent pas immédiatement de mots. Puis, en un mouvement presque imperceptible, Carla prit la main de sa mère. Le contact fut à la fois simple et lourd de sens. Elles parlèrent peu, chacune laissa tomber quelques larmes. On ne réécrivait pas l'histoire, on l'envisageait ensemble. Les rires ne revinrent pas tout de suite, mais il y eut des signes, des silences qui ne blessent plus, des regards qui cherchent à comprendre, un fil de couture repris. Les visites devinrent un rythme, d'abord maladroit, puis un peu plus assuré. Carla s'engagea dans un parcours de responsabilisation, des séances de thérapie intensive, puis un travail avec l'association locale pour les aidants. Elle commença à participer à des rencontres où l'on parlait des signes précurseurs, des stratégies d'appel à l'aide, et de la façon de construire un filet social avant que tout bascule. Il fallut du temps à la communauté pour passer d'un sentiment d'accusation simple à une posture d'accompagnement prudent. Certains cependant restaient irréductiblement en colère. Ils virent dans les gestes de réparation une faiblesse ou une tentative de s'absoudre. La société elle-même oscille entre punition et accompagnement. Cette oscillation est difficile à vivre pour ceux qui ont été blessés et pour ceux qui ont blessé. Les procédures judiciaires avancèrent à leur rythme, avec des enquêtes, des auditions et des expertises. Le dossier de Carla fut traité avec prudence. La loi distingue des circonstances atténuantes possibles, mais elle reconnaît également la gravité du délit. Les procureurs examinèrent les éléments, les psychologues rendirent compte des évaluations et des progrès thérapeutiques. Au terme de ces démarches, une décision judiciaire fut prise. Une combinaison de mesures fut adoptée, mêlant contrôle, accompagnement thérapeutique obligatoire et réparation sociale. Il s'agissait d'une réponse nuancée, tenir la personne responsable, tout en proposant un cadre pour qu'elle ne recommette pas l'irréparable. Cette solution ne satisfait pas tous les esprits, mais elle permit d'inscrire l'événement dans un processus où la sanction n'était pas la fin en soi, mais un point de départ pour une reconstruction encadrée. Rogerio fut contraint lui aussi à rendre des comptes. Son rôle fut examiné. S'il s'avéra qu'il avait contribué à l'atmosphère de domination, il fut tenu à l'écart et sanctionné selon les dispositions applicables. La vie du couple se sépara. La séparation ne fut pas un soulagement simple. Elle fut l'ouverture d'un espace où Carla pouvait, peut-être, apprendre à décider sans craindre la domination. Au fil des mois, la présence de Lucas resta discrète, mais constante. Il n'était pas un héros légendé, il était un jeune homme qui avait choisi d'écouter ce que d'autres laissaient filer. Il rendait visite de temps à autre, apportant une boîte de gâteaux ou un tissu coloré. Amalia l'accueillait avec la même simplicité que les autres. Elle choisissait le tissu, lui montrait un point et lui demandait d'où il venait. Lucas ne chercha jamais la reconnaissance. Il accepta la responsabilité d'avoir été le témoin qui a fait tomber un pan de mur. Son action fit naître chez d'autres la capacité d'observer. Le quartier, peu à peu, se suréleva d'une négligence où l'on se contentait de détourner le regard. Les petites victoires furent nombreuses et modestes. Un matin, Amalia courut la main sur une robe qu'elle venait d'achever. Ce geste simple provoqua une joie contenue dans le personnel. Une autre fois, Carla, lors d'une visite, aida à raccommoder un vêtement selon la technique que sa mère lui avait apprise autrefois. Le geste, autant que le mot, fut une réparation en acte. Il n'y eut pas de réconciliation instantanée, mais une reconstruction patiente, lente comme le travail du fil sur l'aiguille. L'histoire de ces deux femmes donna lieu à des transformations dans la manière dont la communauté se mobilisait pour prévenir l'isolement des personnes âgées. Des ateliers furent organisés, formation des voisins aux signes de maltraitance, lignes d'écoute renforcées, groupes de soutien pour aidants. Ce n'était pas la promesse d'un monde parfait, mais une tentative collective de réduire les déserts relationnels où se glissent les blessures. On apprit que la prévention passe par la création de réseaux de confiance, par des lieux où demander de l'aide ne semble pas humilier, mais protéger. 1 an après la découverte, Amalia était installée dans un logement adapté, géré par une petite association engagée. Elle avait conservé son sens du travail, reprenant des projets de couture pour l'atelier local. Sa bannière, nettoyée et doucement restaurée, était suspendue dans un petit coin de l'atelier, non comme une stigmatisation, mais comme mémoire. On n'oublie pas ce qui a été fait, on regarde ce qui a été permis. Les visites de Carla se poursuivaient, encadrées encore, mais avec une lente autonomie nouvelle. Les silences n'étaient plus des murs, mais des temps qui apprennent à tenir. Carla travailla pendant des mois à sa reconstruction. Elle suivit un programme de réinsertion, participa à des groupes d'échange et entreprit un engagement auprès d'une association qui accompagne des proches aidants. Elle n'effaça pas la faute. Au contraire, elle apprit à la porter comme une responsabilité à transformer. Son parcours resta fragile, il fallait peu pour vaciller, et parfois elle vacillait. Mais il y eut des progrès tangibles, des sourires, des petites complicités retrouvées, la capacité à demander de l'aide sans en faire une humiliation. La dernière scène, qui clôt ce récit sans le rendre simple, se déroule par une matinée d'automne. Le soleil perçait entre les branches et les feuilles composaient au sol une mosaïque crissante. Amalia était assise à la table de l'atelier, une fine pièce entre les mains. Carla entra sans frapper, tenant un sachet de biscuits. Elles échangèrent un regard long comme une couture.
Pas de mots grandiloquents, un geste. Carla déposa le sachet, prit un petit morceau de tissu et posa sa main sur celle de sa mère. Amalia sourit, puis reprit le fil. Pas d'éclat final, pas de pardon absolu. Simplement un fil noué à nouveau, fragile et sérieux. La leçon de cette histoire n'est pas qu'il y a des héros sans faille, ni que la justice ou l'amour trouvent toujours des réponses parfaites. C'est que la vie humaine tient dans des détails. Une clé qui tombe, une voix entendue par un inconnu, une bannière cousue pour hurler un malaise. Et c'est aussi la preuve que la réparation demande du travail, du temps, de la constance, et une volonté collective de ne pas laisser le silence s'installer. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, et dites-nous en commentaire ce que vous feriez à la place de ces personnages. Que l'histoire de Donna Amalia rappelle ceci. Regarder, écouter et agir. Parfois c'est tout ce qu'un voisin peut offrir, et cela suffit souvent à changer le cours d'une vie.